Mon frère est parti après m'avoir vu m'effondrer dans une tempête de neige. Le lendemain matin, il s'est présenté à l'hôpital et a demandé nonchalamment au médecin « Alors, comment va-t-elle » Il l'a regardé et a prononcé une phrase. Mon frère s'est figé, son visage devenant pâle. Je m'appelle Alice Bennett, j'ai 34 ans. La nuit où mon frère m'a laissé inconsciente dans un blizzard a commencé par une tasse de café qu'il a insisté pour m'offrir. Nous venions de quitter une réunion tendue concernant l'entreprise de notre défunt père, et l'enveloppe sur le siège passager contenait des documents qui pourraient le révoquer de la direction. 10 minutes après le début du trajet, mes mains sont devenues engourdies. Ma langue était lourde. L'autoroute s'est inclinée et les feux arrière devant sont devenus des étincelles rouges flottant dans l'obscurité. J'ai essayé de freiner. Mais mon pied a à peine réagi. Ma voiture a dérapé sur du verglas, a heurté deux côté un garde-fou, a tourné 2 fois, et a enfoncé son avant dans un banc de neige. Le métal a hurlé. L'airbag a frappé ma poitrine. Des éclats de verre ont été projetés sur le tableau de bord et un vent glacial s'est engouffré par une fenêtre fissurée. J'ai forcé la porte à s'ouvrir et j'ai trébuché sur le bas-côté, appelant à l'aide. Mais ma voix a disparu sous la tempête. Puis son SUV s'est arrêté derrière moi. Il est sorti, m'a vu m'effondrer, et s'est accroupi assez près pour que je reconnaisse ses bottes. J'ai essayé de dire son nom. Au lieu d'appeler le 911, il a vérifié mon pouls, a sorti mon téléphone de mon manteau, a ouvert ma voiture, a pris l'enveloppe, et est retourné à son véhicule. Pendant une terrible seconde, nos regards se sont croisés. Il savait que j'étais encore en vie. La dernière chose que j'ai vue a été les feux de stop disparaître dans l'obscurité blanche. Un conducteur de chasse-neige m'a trouvé près de 40 minutes plus tard. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, alors que mon frère entrait dans le couloir et demandait nonchalamment au médecin « Alors, comment va-t-elle » Le médecin l'a regardé, puis m'a regardé, et a répondu par une phrase qui a fait pâlir son visage. Avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il chez vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. La pièce sentait l'antiseptique, la laine mouillée, et la neige fondue. Chaque respiration me raclait la gorge, et une douleur profonde se répandait de mes côtes à mes épaules à chaque mouvement. Pendant plusieurs secondes, je ne pouvais pas distinguer le souvenir du cauchemar. Puis j'ai vu les contusions sur mes poignets, le sang séché sous un de mes ongles, et un espace vide sur la table de chevet où mon téléphone aurait dû être. Un médecin est entré, s'est présenté comme le docteur Elias Ward, et m'a demandé de suivre son doigt avec mes yeux. Sa voix était calme, mais il ne cessait de jeter des coups d'œil vers le couloir. Il m'a dit que j'avais souffert d'une commotion cérébrale, de 2 côtes fêlées, d'une hypothermie sévère et d'une quantité anormale d'un sédatif sur ordonnance dans mon sang. Je lui ai dit que je ne prenais pas de sédatif et qu'on ne m'en avait jamais prescrit. Il m'a demandé si quelqu'un m'avait donné à manger, des médicaments ou une boisson peu de temps avant que je ne prenne le volant. Le café amer m'a traversé l'esprit. Il a marqué une pause avant de répondre, alors nous devons traiter cela comme plus qu'un accident météorologique. Ces mots m'ont ramené à un vieux souvenir. Quand j'avais 9 ans, j'étais tombé à travers une glace mince derrière notre maison d'enfance. Mon frère aîné avait rampé sur l'étang gelé et m'avait tiré par mon manteau. Pendant des années, ce moment l'avait défini dans mon esprit. Notre père racontait cette histoire à chaque dîner de Noël, et Marc souriait. Toujours comme si me sauver une fois avait prouvé quelque chose de permanent sur son caractère. C'est la personne qui est revenue me chercher, allongée dans ce lit d'hôpital. Je me suis demandé si j'avais passé 25 ans à aimer une version de lui qui n'existait plus, ou peut-être qui n'avait jamais existé. Le docteur Ward a expliqué que le conducteur de chasse-neige qui m'avait trouvé avait une caméra de
Tableau de bord. L'enregistrement montrait un autre véhicule arrêté derrière le mien. Il montrait un homme marchant vers moi, se penchant, entrant dans ma voiture, et repartant sans appeler les services d'urgence. La plaque d'immatriculation était visible. Le conducteur avait déjà remis la vidéo à la police. Le docteur Ward n'a pas nommé l'homme, mais je me suis souvenu des bottes, de la forme de son manteau et de la manière délibérée dont il avait vérifié mon pouls avant de partir. Avant que je ne puisse répondre, une voix familière s'est fait entendre du couloir. « Alors, comment va-t-elle » Il n'y avait ni panique, ni urgence. Cela ressemblait à quelqu'un qui demande si un vol retardé avait enfin atterri. Mon frère Marc est apparu, portant le même manteau sombre que je me souvenais de la neige. Ses yeux se sont d'abord posés sur les machines à côté de mon lit, puis sur le presse-papier du docteur Ward, et seulement ensuite sur mon visage. Il commençait à feindre l'inquiétude, mais le médecin a parlé avant qu'il ne puisse le faire. Elle ne s'est pas évanouie à cause du blizzard, a dit le docteur Ward. Elle a été droguée et l'homme qui l'a abandonnée a été enregistré en train de prendre les preuves. Marc s'est figé. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. La peau autour de ses lèvres est devenue grise. Attendez, quoi ? Le docteur Ward ne s'est pas répété. Il s'est simplement écarté, révélant 2 policiers au bout du couloir. Marc m'a regardé et la peur sur son visage s'est transformé en calcul. Alice, c'est un malentendu. Tu es confuse. Tu t'es cogné la tête. Je n'ai rien dit. Je l'ai regardé chercher le bon mensonge. Un agent lui a demandé de le suivre dans une salle de consultation voisine. Marc a tenté de rire, insistant sur le fait qu'il ne s'était arrêté qu'après mon accident et qu'il croyait qu'un autre automobiliste était déjà en train d'appeler les secours. L'agent lui a demandé pourquoi il avait pris mon téléphone. Marc a prétendu l'avoir ramassé pour le mettre en sécurité. Puis l'agent a posé des questions sur l'enveloppe manquante de ma voiture. Ce fut la première question à laquelle Marc ne put répondre. Il se tourna de nouveau vers moi. Dis-leur que nous nous sommes disputés à la réunion. Dis-leur que tu étais bouleversé. Tu ne pensais pas clairement. Le désespoir dans sa voix confirmait quelque chose que le rapport toxicologique n'avait fait que suggérer. Il ne craignait pas que je meure. Il craignait que j'aie survécu avec ma mémoire intacte. Les officiers ne l'ont pas arrêté ce matin-là. La vidéo montrait un abandon et un vol, mais le laboratoire devait encore identifier le sédatif et établir comment il était entré dans mon corps. Ils ont pris sa déposition, lui ont interdit de me contacter sans permission, et l'ont escorté. En passant devant ma porte, il s'est penché assez près pour que seul je puisse l'entendre. Tu n'as aucune idée de ce que tu es sur le point de détruire. Pour la première fois depuis mon réveil, je n'avais pas peur de la tempête dehors. J'avais peur de combien mon frère avait besoin que je garde le silence. À midi, la police avait pris ma première déposition, mais ma mémoire me revenait par flash fragmenté, le café que Marc m'avait tendu devant le bureau de l'avocat, le goût amer que j'avais attribué à un espresso brûlé, ses phares qui me suivaient de trop près, et son visage au-dessus du mien après l'accident. Je me suis souvenu avoir essayé de bouger mes doigts vers ma poche de manteau. Je me suis souvenu qu'il avait retiré le téléphone avant que je ne puisse l'atteindre. Ce dont je ne pouvais pas me souvenir, c'était pourquoi il avait l'air soulagé. Cette expression me perturbait plus que l'image de son départ. Car le soulagement signifiait qu'il attendait un résultat particulier. Une infirmière nommée Hélène m'a rendu ma montre connectée, que les ambulanciers avaient trouvée sous ma manche. L'écran était fissuré, mais elle se connectait toujours au réseau de l'hôpital. Pendant qu'elle m'aidait à la recharger, j'ai remarqué une notification de notre système de documents d'entreprise. À 23h48 la veille au soir, alors que j'étais inconsciente, quelqu'un avait utilisé mes identifiants pour ouvrir le fichier de résolution du conseil d'administration.
que j'avais prévu de présenter lundi matin. Une autre alerte montrait qu'une demande à distance avait été faite pour réinitialiser mon mot de passe d'entreprise. La demande provenait d'une adresse associée au bureau de Marc moins de 15 minutes après qu'il ait quitté le lieu de l'accident. J'ai montré les notifications au détective assigné à mon cas, une femme tranquille nommée Lena Ortiz. Elle m'a dit de ne pas confronter Marc et de ne rien faire qui pourrait l'alerter. Puis elle a posé une question qui m'a serré l'estomac. Qui avait-il dans l'enveloppe qu'il a prise? J'ai expliqué que notre père avait fondé Bennett Cold Storage, une entreprise régionale d'entreposage et de livraison. Après son décès, j'ai hérité de 60% des actions avec droit de vote. Et Marc de 40%. Marc est resté directeur des opérations, mais le mois précédent, j'avais découvert des paiements de fournisseurs inexpliqués totalisant des centaines de milliers de dollars. L'enveloppe contenait des résultats d'audit préliminaires, une proposition de vote du conseil pour le suspendre, et une copie non signée de la répartition finale de la fiducie. Une fois que j'aurais signé cette répartition, mes actions passeraient dans ma propre succession. Jusque-là, une ancienne clause de survie stipulait qu'elle reviendrait à Marc si je mourais. Notre père l'avait créée des années plus tôt, alors qu'aucun d'eux nous n'avait de conjoint ou d'enfant, et personne n'avait pensé à la supprimer. La détective Ortiz a cessé d'écrire. Donc, si vous étiez morte la nuit dernière, il aurait pu prendre le contrôle de l'entreprise. Oui. Cette réponse me semblait irréelle, même prononcée par ma propre voix. 2 heures plus tard, malgré l'avertissement de l'officier, Marc est apparu à ma porte. Il portait des fleurs et un dossier en cuir. La sécurité l'avait autorisé à monter parce qu'il prétendait que j'avais demandé des documents commerciaux. J'aurais dû appeler à l'aide immédiatement. Au lieu de cela, je me suis souvenu de la façon dont son visage avait changé lorsque le docteur Ward a mentionné l'enregistrement et j'ai pris une décision qui m'a effrayé presque autant que lui. J'ai laissé mes paupières s'abaisser. J'ai adouci ma voix. J'ai fait semblant que la commotion avait estompé plus que ce qu'elle n'avait fait, tout en gardant ma main près du bouton d'urgence sous la couverture. Marc. Ses épaules se sont détendues. Et, je suis content que tu sois réveillé. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il a posé les fleurs là où je ne pouvais pas les voir et a rapproché une chaise. La police exagère. Tu as eu un accident. J'ai paniqué. Et maintenant, tout le monde veut un méchant. Tu me connais mieux que ça. J'ai regardé le dossier en cuir. Qu'est-ce que c'est? Rien d'urgent. Juste des documents pour assurer la stabilité de l'entreprise pendant votre convalescence. Il a ouvert un mandat de représentation médicale temporaire, un procuration de vote, et une déclaration affirmant que j'avais pris des médicaments volontairement avant de conduire. Ma ligne de signature était marquée d'un onglet jaune. Mon pouls battait douloureusement derrière mes yeux. Mais j'ai gardé mon expression vide. Tu veux que je signe? Ça nous protège tous les deux, a-t-il dit. Le conseil ne peut pas savoir que tu étais sous l'influence. Les investisseurs paniqueraient. Laisse-moi gérer les choses jusqu'à ce que tu ailles mieux. J'ai touché le stylo sans le soulever. As-tu mis quelque chose dans mon café? Son regard s'est fixé sur le mien. Le silence n'a duré qu'une seconde, mais c'était suffisant. Puis il a souri. Tu es confuse. Je me souviens qu'il avait un goût étrange. Tu te plains toujours de ce café. Je me souviens que tu me regardais le boire. Ses doigts se sont refermés sur le dossier. Attention, Alice. Les traumatismes crâniens créent de faux souvenirs, ai-je murmuré. Étais-je censé m'endormir avant d'atteindre l'autoroute? Son visage s'est durci. Il s'est penché vers moi et a baissé la voix. Tu devais rentrer chez toi et manquer une réunion. C'était tout. Puis tu as commencé à conduire comme une idiote.
Les mots ont atterri entre nous avec une clarté terrifiante. Il n'avait pas nié m'avoir drogué. Il avait corrigé le résultat. Sous ma couverture, j'ai tapé sur l'icône d'enregistrement de ma montre connectée. Marc a continué, inconscient, tu ne comprends pas ce qui est en jeu. Signe la procuration, dis à la police que tu as pris quelque chose par erreur. Et cela pourra disparaître. Sinon, l'entreprise s'effondrera, les employés perdront leur emploi, et tout le monde saura que cela est arrivé parce que tu as refusé d'être raisonnable. Tu m'as laissé dans la neige. Je pensais que tu étais déjà parti. Il réalisa ce qu'il avait dit seulement après que la phrase lui échappa. J'ai levé les yeux complètement, et cela rendait acceptable de voler mon téléphone lors de l'audit. Le masque a disparu. Il a tendu la main vers mon poignet, mais la porte s'est ouverte avant qu'il ne me touche. L'infirmière Hélène est entrée avec un agent de sécurité derrière elle. Marc s'est levé si vite que la chaise a heurté le mur. Cette conversation est terminée, a-t-il dit. Non, ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Elle vient de devenir une preuve. Il a jeté un coup d'œil à ma montre, a compris, et m'a regardé avec une haine pure. Puis, il a quitté la pièce sans les fleurs, le dossier, ou le stylo. À l'intérieur du dossier, la détective Ortiz a plus tard trouvé quelque chose que Marc n'avait pas voulu laisser, un projet d'accord de transfert vendant mes actions de contrôle à une entreprise dont je n'avais jamais entendu parler pour $1. Sarah est arrivée ce soir-là, avec un sac de voyage, mon chargeur d'ordinateur portable, et une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Elle était ma meilleure amie depuis l'université et travaillait comme contrôleuse chez Bennett Cold Storage depuis 3 ans. Normalement, elle entrait dans chaque pièce avec une opinion et un plan. Cette fois, elle a fermé la porte, a vérifié le couloir, et s'est tenue près de mon lit sans parler. Quand je lui ai parlé de l'enregistrement, de la procuration de vote, et de l'accord de transfert à $1, elle n'a pas semblé surprise. Elle a semblé coupable. Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des semaines, a-t-elle dit. Mon premier instinct a été la colère. Après ce que Marc avait fait, un autre secret était insupportable. Mais Sarah a ouvert son sac et a sorti une clé USB, des relevés bancaires imprimés, et des copies de factures portant mon approbation électronique. Je n'en avais jamais vu aucune. 6 mois plus tôt, Marc lui avait ordonné de créer un nouveau compte fournisseur appelé Northline Équipement Solutions. L'entreprise nous facturait des réparations de réfrigération dans des installations que nous ne possédions pas. Lorsque Sarah a remis en question les factures, Marc lui a dit que les paiements étaient liés à une expansion confidentielle et l'a averti que discuter de cela avec moi violerait un accord de non-divulgation. Elle a obéi au début. Puis les montants ont augmenté. $48 000, $72 000, $95 000. Au moment où Sarah a commencé à faire des copies, Northline avait reçu $684 000. Qui la possède, ai-je demandé. C'est ce qui m'a fait peur, a-t-elle répondu. Sur le papier, elle appartient à une société holding, mais l'adresse postale mène à une boîte aux lettres privées que Marc a louée. Sarah l'avait confronté 2 jours avant le blizzard. Il lui a dit que j'avais tout approuvé. Quand elle a dit qu'elle me demanderait directement, il est devenu calme d'une manière qui l'a effrayé. Il a demandé si la répartition finale de la fiducie avait été signée et si mon plan successoral personnel le désignait toujours comme bénéficiaire. Puis il a dit, après vendredi, Alice ne bloquera plus rien. Le vendredi était la nuit de mon accident. Sarah avait passé le lendemain à s'en vouloir. Elle m'avait appelé à plusieurs reprises, mais mon téléphone tombait directement sur la messagerie vocale parce que Marc l'avait pris. Elle n'a contacté l'hôpital qu'après que la police ait contacté notre bureau. Son hésitation m'a blessé,
mais ce n'était pas la même chose que sa trahison. Elle avait conservé les dossiers, et maintenant elle était prête à risquer son emploi pour le démasquer. Nous avons contacté Rachel Shaw, une experte comptable qui avait grandi en face de chez nous et avait plus tard aidé notre père à enquêter sur des vols internes. Rachel n'est pas arrivée avec des mots réconfortants. Elle est arrivée avec 3 bloc-notes juridiques et a immédiatement séparé ce que nous savions de ce que nous soupçonnions. Le sédatif liait l'accident à une possible agression. La caméra de bord prouvait que Marc m'avait abandonné et avait retiré des biens. Les registres de l'entreprise suggéraient une fraude, mais la simple suspicion ne suffirait pas à l'empêcher de vider l'entreprise avant que le conseil d'administration ne puisse agir. Rachel a examiné l'accord de transfert et a reconnu l'acheteur, Arrow Capital Recovery, une société de gestion de dettes en difficulté connue pour racheter des entreprises au bord du défaut. Marc avait apparemment promis son futur contrôle de Bennett Cold Storage en échange d'un prêt privé. S'il ne livrait pas mes actions dans les 10 jours, le prêteur pouvait le poursuivre personnellement. C'était son délai. La tempête n'avait pas créé sa décision. Elle lui avait donné une opportunité. Rachel a proposé un plan qui m'obligeait à faire le contraire de ce que Marc attendait. Au lieu de l'accuser publiquement, je resterais à l'hôpital et paraîtrais incertaine. Sarah retournerait au travail et agirait comme si j'avais accepté l'explication de Marc. Rachel informerait discrètement notre banque, conserverait les journaux du serveur, et préparerait une pétition d'urgence du conseil. La détective Ortiz demanderait des mandats pour le véhicule de Marc, ses comptes financiers, et ses appareils. Nous le laisserions croire que les documents volés lui avaient acheté du temps. Je détestais l'idée de simuler la faiblesse, mais Rachel a expliqué pourquoi. C'était important. Un homme acculé détruit les preuves. Un homme confiant continue de les utiliser. Le lendemain matin, Sarah a appelé Marc depuis ma chambre, le haut-parleur éteint. Elle lui a dit que j'étais effrayé, confusé. Que je considérais signer la procuration pour éviter le scandale. Il lui a demandé si je me souvenais du café. Sarah a dit que je n'en avais pas parlé. Son soulagement était audible, même là où j'étais allongé. Puis il a fait une demande qui a effacé la dernière trace de doute sur le visage de Sarah. Il lui a dit de supprimer l'historique des fournisseurs de Northline avant que l'audit automatisé du conseil ne soit exécuté le lundi matin. Elle a promis qu'elle s'en occuperait. Après la fin de l'appel, nous sommes restés en silence. La trahison ne ressemblait plus à une dispute familiale ou à un moment de lâcheté. Elle avait une forme, des chiffres, des dates et une échéance. Mon frère ne m'avait pas seulement laissé mourir. Il avait élaboré un plan financier autour de la possibilité que je meure. Pendant les 48 heures suivantes, la chambre d'hôpital est devenue notre centre de commandement. Rachel a retracé les paiements de Northline à travers 2 comptes et a découvert que Marc avait utilisé l'argent de l'entreprise pour couvrir des prêts personnels, un appartement de luxe, et des pertes d'un projet immobilier échoué qu'il avait caché à la famille. Sarah a conservé la base de données comptable originale et a donné à la banque un avis écrit que plusieurs transferts étaient contestés. La détective Ortiz a obtenu l'intégralité des images du chasse-neige. Elle montrait Marc agenouillé à côté de moi pendant 23 secondes, vérifiant mon coup, prenant mon téléphone, et retirant l'enveloppe d'audit de ma voiture. Puis, au lieu d'appeler à l'aide, il est parti en voiture. La preuve la plus accablante est venue du laboratoire de l'hôpital, le sédatif dans mon sang correspondait à un médicament légalement prescrit à Marc plusieurs mois plus tôt après une intervention chirurgicale. Cela seul ne prouvait pas qu'il l'avait mis dans mon café, mais une fouille de son SUV a révélé le flacon de prescription sous le siège du conducteur. Plusieurs comprimés manquaient. Mon téléphone et l'enveloppe d'audit originale ont été trouvés enfermés dans le compartiment de rangement arrière. Marc ne savait toujours pas pour la fouille. La police voulait qu'il continue de parler.
Et je voulais comprendre jusqu'où il était prêt à aller. Avec l'approbation de la détective Ortiz, je lui ai envoyé un bref message. Depuis un téléphone de remplacement. Je ne veux pas que l'entreprise soit détruite. Apporte les documents. Résolvons cela en privé. Il a répondu en moins d'une minute. Nous avons convenu de nous rencontrer dans une petite salle de consultation familiale au 4e étage de l'hôpital. Rachel attendait dans un bureau en face du couloir. La détective Ortiz et un autre officier sont restés à proximité. La détective Ortiz a confirmé que je pouvais légalement enregistrer une conversation dont je faisais partie, alors mon téléphone reposait face cachée à côté d'un verre d'eau. Sarah était assise derrière un séparateur partiellement fermé, prête à intervenir si j'avais besoin d'elle. Marc est arrivé avec une nouvelle copie de la procuration et agissant comme le frère protecteur qu'il avait fait semblant d'être pendant des années. Il m'a dit que la police avait fouillé son véhicule parce que j'avais mal compris ce qui s'était passé. Il a dit que le conseil était nerveux, que la banque posait des questions, et que chaque heure de mon retard mettait des centaines d'employés en danger. Que se passe-t-il si je signe, ai-je demandé. Tu récupères. Je stabilise l'entreprise. Nous disons à tout le monde que l'accident a été causé par un médicament que tu as pris accidentellement. Et Northline? Ses yeux se sont rétrécis. Sarah a parlé. J'ai baissé les yeux, lui permettant de croire qu'il avait repris le contrôle. Elle m'a montré les transferts. Cela était temporaire. Je déplaçais de l'argent pour le protéger en l'envoyant à ta propre boîte aux lettres. Pendant un instant, son expression s'est vidée. Puis il s'est assis en face de moi et a parlé avec une patience froide. Papa a construit cette entreprise pour nous deux. Mais il t'a donné le contrôle parce que tu étais sa préférée. Tu entrais à chaque réunion du conseil avec 60% et tu agissais comme si cela te rendait plus intelligente. J'ai passé 15 ans à faire le travail pendant que tu avais le vote décisif. Voilà. Pas de peur, pas de panique, mais un ressentiment poli au fil des ans. Tu m'as drogué parce que papa me faisait confiance. J'avais besoin que tu sois absente de la réunion de lundi. La dose était censée te faire dormir, pas te faire accidenter. Tu m'as suivi dans un blizzard après m'avoir drogué. Je t'ai suivi pour m'assurer que tu rentrerais chez toi. Tu m'as vu m'effondrer. Sa mâchoire s'est serrée. À ce moment-là, le mal était fait. Si j'appelais une ambulance, il testerait ton sang. Il poserait des questions. Tout s'effondrerait. Alors, tu as choisi de me laisser geler. Il a regardé vers la porte, puis a baissé la voix. Je pensais que tu étais morte. Et oui, pendant une seconde, j'ai réalisé que ta mort résoudrait les problèmes que tu as créés. Mes mains tremblaient sous la table, mais j'ai gardé mon visage immobile. Il a poussé la procuration vers moi. Signe-la. Je rembourserai l'argent. Tu pourras garder ta maison, ton salaire, tout ce qui te met en sécurité. Mais si tu refuses, je dirai au conseil que tu as abusé de pilules, que tu as conduit sous influence, et que tu as inventé cette accusation après une commotion cérébrale. J'ai des messages qui te feront passer pour instable. Quels messages? Ceux que j'ai envoyés depuis ton téléphone pendant que tu étais inconsciente. La cruauté de cette réponse m'a plus stupéfaite que la menace. Marc n'avait pas passé ses 40 minutes à simplement s'échapper. Il avait construit une histoire dans laquelle je causais ma propre destruction. J'ai pris le stylo. Il s'est penché en avant, observant la ligne de signature. Au lieu de cela, j'ai écrit 2 mots sur la procuration. Pas aujourd'hui. Sarah est sortie de derrière le séparateur. Rachel a ouvert la porte, suivie par la détective Ortiz. Le visage de Marc a changé lorsqu'il a remarqué le téléphone enregistreur.
Tu m'as piégé, a-t-il murmuré. Non, ai-je dit. Je t'ai donné une dernière chance de dire la vérité. Tu t'es piégé toi-même. La détective Ortiz l'a informé qu'il était arrêté pour des accusations liées à des agressions, mise en danger imprudente, vol, falsification de preuves, et fraude financière. Alors qu'elle lui passait les menottes, il se tourna vers moi et cria que l'entreprise s'effondrerait sans lui. Rachel brandit l'ordre bancaire d'urgence, gelant les comptes de Northline. Sarah posa le registre conservé sur la table. Et je glissai la répartition de fiducie non signée sur mes genoux. Pour la première fois de ma vie, Marc n'avait plus aucun document à voler, aucune histoire à contrôler, et aucune sœur prête à le sauver des conséquences de ses propres choix. L'arrestation de Marc n'a pas mis fin à la crise. Elle l'a exposée. En quelques heures, des rumeurs ont atteint nos employés, nos prêteurs et nos clients. L'avocat de Marc a publié une déclaration affirmant qu'il avait été contraint de faire des commentaires émotionnellement chargés alors qu'il tentait de protéger une sœur confuse et sous médication. 2 membres du conseil d'administration m'ont appelé à l'hôpital et ont suggéré que je renonce temporairement à mon droit de vote pour éviter un embarras public. Ma mère m'a laissé 3 messages, me demandant de ne pas ruiner la famille pour une terrible erreur. Cette phrase m'a presque brisé. Une terrible erreur. N'exigez pas de sédatifs, de messages falsifiés, de sociétés écrans, de preuves volées et d'un accord de transfert préparé. Elle n'exigeait qu'une excuse. Ce que Marc avait construit exigeait de la planification. J'ai été libéré 4 jours plus tard, portant une attelle costale sous mon manteau. Au lieu de rentrer chez moi, je me suis rendu directement à Bennett Cold Storage pour une réunion d'urgence du conseil d'administration. Sarah marchait à mes côtés. Rachel portait le rapport médico-légal. La détective Ortiz m'avait conseillé de ne pas discuter de l'affaire pénale, alors je me suis concentré sur ce que je pouvais prouver à travers les registres de l'entreprise. Marc a participé par vidéo depuis le centre de détention du comté car, malgré tout, il était toujours actionnaire et dirigeant jusqu'au vote du conseil. Son avocat était assis à ses côtés. Quand mon image est apparue sur l'écran de la salle de conférence, Marc m'a jeté le même regard que celui qu'il m'avait donné. Dans la neige. Non pas du remords, mais de l'irritation parce que j'étais toujours en vie et que je me mettais toujours en travers de son chemin. Le président du conseil a ouvert la réunion. L'avocat de Marc a immédiatement soutenu que j'étais médicalement inapte à participer. Le docteur Ward avait anticipé cette attaque. Il a fourni une évaluation écrite confirmant que j'étais mentalement compétente et que le sédatif trouvé dans mon sang ne m'avait jamais été prescrit. Rachel a ensuite présenté les factures de Northline, les registres bancaires, les journaux du serveur et l'accord de transfert de $1. Sarah a expliqué l'ordre de Marc d'effacer l'historique des fournisseurs. Notre représentant bancaire a confirmé que les fonds contestés avaient été gelés avant qu'ils ne puissent être de nouveau déplacés. Marc a interrompu à plusieurs reprises. Il a traité Rachel de menteuse engagée, Sarah d'employée mécontente. Et moi de sœur instable cherchant vengeance. Puis le président du conseil a diffusé une courte section de l'enregistrement de la salle de consultation. J'avais besoin que tu sois absente de la réunion de lundi. Marc a cessé de parler. Le vote suivant a été unanime. Il a été démis de ses fonctions de directeur des opérations, privé de l'accès à tous les comptes et installations. Et renvoyé pour une action civile en vue de récupérer l'argent volé. Le conseil a également autorisé un examen indépendant de chaque contrat qu'il avait approuvé au cours des 5 dernières années. Mais le document final m'importait le plus. L'avocat de notre père avait apporté une lettre scellée qui devait être lue seulement si l'un des frères et sœurs contestait la répartition du contrôle de vote. Je n'avais jamais su qu'elle existait. L'avocat l'a ouverte et a lu à voix haute les mots de notre père. Il a écrit qu'il aimait ses 2 enfants,
mais qu'il m'avait donné le contrôle parce que le leadership exigeait de la gérance, pas un droit. Il avait découvert des retraits non autorisés plus petits de Marc des années auparavant et les avait couverts une fois à la condition qu'ils ne se reproduisent plus. Marc a regardé l'écran comme si notre père était revenu le juger. La lettre se terminait par une phrase. Alice protège ce dont les autres dépendent. Marc protège tout ce qu'il croit lui appartenir. Je n'ai pas ressenti de triomphe à la fin de la réunion. Je me suis senti libre. Devant le bâtiment, des employés s'étaient rassemblés près des quais de chargement. Je m'attendais à de la suspicion, mais un superviseur d'entrepôt s'est approché et a remercié Sarah et moi d'avoir bloqué les comptes avant que la paix ne soit affectée. D'autres ont suivi. L'entreprise que Marc prétendait voir mourir sans lui fonctionnait toujours parce que des dizaines de personnes honnêtes l'avaient portée pendant qu'il la volait. Cet après-midi-là, j'ai signé la répartition finale de la fiducie devant l'avocat et j'ai placé mes actions dans un plan successoral que Marc ne pourrait jamais hériter. J'ai également créé un fonds d'urgence pour les employés avec l'argent récupéré d'un des comptes gelés. Ce n'était pas une vengeance telle que Marc l'entendait. Je n'ai pas détruit l'entreprise pour le punir. J'ai retiré sa capacité à l'utiliser comme une arme. Quand je suis finalement retourné à mon appartement, le téléphone de remplacement a sonné. C'était encore ma mère. Cette fois, j'ai répondu. Elle m'a demandé si je pouvais retirer les accusations si Marc remboursait l'argent. J'ai regardé les contusions sur mes mains et je me suis souvenu des feux arrière rouges disparaissant dans la neige. Non, ai-je dit. Il n'a pas laissé une dette. Il m'a laissé mourir. Puis, j'ai mis fin à l'appel. L'affaire pénale a duré 11 mois. Pendant ce temps, Marc a continué à changer son histoire. D'abord, il a dit que j'avais pris le sédatif volontairement. Puis, il a affirmé que Sarah avait placé la bouteille dans son SUV. Plus tard, il a soutenu que ses paroles à l'hôpital étaient du sarcasme sorti de son contexte. Chaque nouvelle explication s'est effondrée face à une preuve différente, le rapport toxicologique, l'enregistrement de la caméra de bord, le téléphone volé, les messages falsifiés, les dossiers de l'entreprise, et son propre aveu. Enregistré. Le conducteur du chasse-neige a témoigné qu'il avait vu le SUV de Marc quitter le bas-côté alors que mon corps disparaissait déjà sous la neige fraîche. Le docteur Ward a expliqué que 30 minutes d'exposition supplémentaire auraient pu me tuer. La détective Ortiz a présenté les messages que Marc avait envoyés depuis mon téléphone au conseil d'administration, y compris un message disant que j'étais trop malade pour assister à la réunion de lundi avant qu'un médecin ne m'ait évalué. Rachel a retracé les fonds volés jusqu'à ses dettes personnelles. Sarah a témoigné de son ordre de supprimer les enregistrements. Quand ce fut mon tour, Marc m'a enfin regardé. J'ai raconté au tribunal l'histoire du frère qui m'avait jadis tiré d'un étang gelé, et de l'homme qui m'avait ensuite abandonné dans une tempête. Je n'ai pas demandé à la juge de punir l'enfant dont je me souvenais. Je lui ai demandé de tenir l'adulte responsable d'avoir décidé que ma vie avait moins de valeur que son contrôle d'une entreprise. Marc a accepté un accord de plaidoyer après que la juge eut statué que les enregistrements et les preuves financières pouvaient être utilisés au procès. Il renifle a plaidé coupable à de multiples accusations de félonie impliquant agression, mise en danger imprudente, vol, falsification de preuves et fraude financière. Le tribunal l'a condamné à la prison, lui a ordonné de restituer l'argent, et lui a interdit d'exercer les fonctions de dirigeant ou de fiduciaire d'une entreprise après sa libération. Dans l'affaire civile, ses actions restantes ont été placées sous la supervision du tribunal, et une partie substantielle de leur valeur a été appliquée à l'argent qu'il avait pris et aux dommages qu'il avait causés. Avant de prononcer la sentence, la juge s'est adressée directement à lui. Le blizzard ne vous a pas fait abandonner votre sœur, a-t-elle dit. Il ne vous a donné que le
Couvert dont vous pensiez avoir besoin. Ce fut la deuxième phrase qui laissa Marc sans voix. Ma mère pleurait dans la salle d'audience. Pendant des mois, elle avait qualifié ses actions d'erreur. Parce qu'accepter la vérité signifiait admettre à quelle fréquence la famille l'avait excusée. Après la condamnation, elle s'est approchée de moi et a dit qu'elle était désolée. Je lui ai dit que le pardon ne pouvait pas être exigé sur les marches du palais de justice. La confiance, si elle devait revenir un jour, devrait être reconstruite sans pression, sans excuse, ni appel secret en faveur de Marc. Bennett Cold Storage a survécu. Sous une supervision indépendante, nous avons récupéré la majeure partie des fonds volés, maintenu tous les employés à temps plein, et promu Sarah au poste de directrice financière. Rachel a rejoint notre comité d'audit. J'ai vendu l'appartement de luxe que Marc avait acheté par l'intermédiaire de Northline et j'ai utilisé une partie de l'argent récupéré pour créer un programme d'urgence hivernale pour les conducteurs bloqués lors de fortes intempéries. Le premier véhicule que nous avons financé était un camion de sauvetage équipé pour atteindre les routes rurales pendant les tempêtes de neige. Un an après l'accident, j'ai visité la section de l'autoroute où ma voiture avait heurté le garde-fou. Le métal avait été remplacé et le banc de neige avait disparu. Je me tenais là. Avec le docteur Ward, Sarah, Rachel, la détective Ortiz, et le conducteur du chasse-neige dont la décision de s'arrêter m'avait sauvé la vie. J'ai remis un prix de l'entreprise au conducteur, mais il a secoué la tête et a dit que s'arrêter était ce que n'importe qui aurait dû faire. Il avait tort. Tout le monde ne s'était pas arrêté. C'est précisément pourquoi son choix importait. Pendant longtemps, j'ai cru que la vengeance signifiait faire ressentir à Marc la terreur et l'impuissance qu'il m'avait causée. Mais la conséquence la plus profonde était plus simple. Il a perdu l'accès à la sœur qu'il avait défendue, à l'entreprise qu'il croyait mériter, à l'argent qu'il avait volé, et à l'histoire qu'il avait essayé de fabriquer. Je n'ai pas eu à devenir cruel pour le vaincre. J'ai seulement eu à survivre. À préserver la vérité, et à cesser de le protéger de celle-ci. Parfois, la trahison familiale fait plus mal que l'attaque de n'importe quel étranger parce qu'elle transforme en arme des souvenirs qui nous ont un jour fait nous sentir en sécurité. Mais le lien du sang n'efface pas la responsabilité, et l'amour n'exige pas le silence. La nuit où Marc m'a laissé dans la neige, il s'attendait à ce que la tempête enterre l'épreuve. Au lieu de cela, elle a mis à jour tout ce qu'il avait caché. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Que auriez-vous fait si votre propre frère avait choisi l'argent et le contrôle plutôt que votre vie? L'auriez-vous dénoncé immédiatement ou auriez-vous attendu que chaque preuve soit en place? Dites-le-moi dans les commentaires. Parce que parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas de détruire quelqu'un,